me dire, j'ai mis vous partout, mais c'est à le risque qu'au milieu, je commence à dire tu. Je vais dire tu dès le début, au moins. Oui, partant là-dessus. Ouais, c'est ça. Après, je réécoute des fois, je me dis, mais ah ouais, t'as mixé. C'est bon ? Ouais, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alix Garin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Comme on est en petit comité, ce que je vous propose, c'est qu'on va échanger avec Alix, mais n'hésitez pas, généralement on consacre un temps à la fin de la rencontre pour les questions, mais là n'hésitez pas, si en cours de discussion vous avez des réflexions ou des questions, que ce soit vraiment un temps d'échange entre Alix et vous et nous. Voilà. Alix, Impénétrable, c'est le titre de ta nouvelle bande dessinée, ta deuxième bande dessinée, publiée aux éditions du Lombard, toujours. Un récit autobiographique dont on va largement parler tout au long de cette rencontre. Mais j'aimerais, avant qu'on entre dans le détail de ce que raconte Impénétrable et de la façon, surtout, dont tu donnes forme dedans aux sensations, aux interrogations, avant cela, donc, j'aimerais qu'on évoque rapidement ton parcours, rapidement parce que tu nous l'as déjà raconté en partie lors d'une précédente rencontre ici même à la BPI, mais j'y tiens parce que c'est présent au début de la bande dessinée. Tu racontes comment est-ce que, quelque part, professionnellement, tout a été assez vite. Rapidement un CDI, rapidement un premier contrat d'édition. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as vécu ça? J'ai le sentiment que c'était quelque chose de très joyeux qui a fait en sorte qu'il y avait très peu de place pour le doute quant à ta destinée professionnelle. Oui, c'est clair. Mais finalement, il n'y a jamais eu aucune place pour le doute dans ma destinée professionnelle, sachant que la bande dessinée, c'était vraiment une vocation de l'enfance. C'est à l'âge de 6 ans que je me suis promis qu'un jour, je serais autrice de bande dessinée, parce que j'aimais déjà dessiner, j'aimais déjà tracer des cases et séquencer des histoires. C'était surtout la dimension de narration qui me passionnait, et le dessin était un moyen, qui, par chance, j'étais un enfant qui dessinait bien, comme on dit. Et quand en fait mes parents m'ont abonné au journal de Spirou, j'ai découvert que autrice de BD c'était un métier, et là je me suis juré que ce serait le mien. Et bon voilà, après un bac tout à fait général, j'ai fait des études de bande dessinée en Belgique, puisque je suis belge. À Saint-Luc à Liège. À Saint-Luc à Liège, et au terme de ces 3 ans d'études, d'abord c'est un petit vertige de se dire qu'on est diplômé en bande dessinée, c'est pas forcément le truc le plus vecteur d'emploi qu'on ait inventé comme boulot, comme diplôme. C'est rare qu'on demande d'envoyer le CV. Oui. Et donc j'ai déménagé à Bruxelles en me disant tiens, je vais essayer d'aller chercher du boulot là-bas, moi qui venais d'une petite ville. Et en débarquant à Bruxelles, j'ai effectué un stage dans une agence de communication où j'étais stagiaire illustratrice, et au terme de ces 3 mois de stage, je me suis faite employer, quoi. Et donc c'était merveilleux parce que c'était une petite boîte très sympa, j'étais illustratrice, donc le rêve se réalise. Et en parallèle de ce stage, exactement au même moment, je suis en train d'écrire un scénario qui deviendra Ne m'oublie pas. Que tu proposes au concours Jeunes Talents de Quai des Bulles à Saint-Malo. C'est pas exactement ça. Ouais. Le concours Jeunes Talents est arrivé un an plus tôt, quand j'étais encore étudiante à Saint-Luc. Donc Quai des Bulles organise chaque année ce concours, j'y avais participé, et chaque fois une thématique imposée, enfin on voyait 2 pages autour de la thématique, et j'avais remporté le prix. Et ça avait été un peu les tout premiers pas dans le milieu vraiment professionnel. J'avais pu rencontrer beaucoup d'auteuristes, beaucoup d'éditeuristes, et faire des contacts qui en effet ont été très précieux par la suite, puisque c'est un an plus tard, quand je suis en train d'écrire le scénario de Ne m'oublie pas, que j'ai des contacts avec les éditions Le Lombard, et qui se révèlent super enthousiastes pour ce projet, pour cet album, et on signe un contrat dans la foulée. Super enthousiaste, et les lecteurs et lectrices et les critiques l'ont été aussi hyper enthousiastes. Tu as reçu de nombreux prix avec Ne m'oublie pas. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Tu le vis comme exceptionnel quand ça arrive? Sur le moment, quand ça m'arrive, je ne le vis pas comme exceptionnel, parce qu'en fait, je n'ai aucun point de comparaison. Je le vis comme extrêmement joyeux et gratifiant, ça c'est clair. Mais c'est plutôt aujourd'hui, avec quelques années de recul, plus d'expérience aussi, plus d'expérience de mes copains, copines qui sortent leurs premiers albums, que je mesure le caractère extraordinairement exceptionnel. Voire même avec la sortie de mon 2e album, de voir... alors il est extrêmement bien accueilli dans les mêmes proportions que Ne m'oublie pas, jusqu'ici, mais il y avait aussi ce truc, Ne m'oublie pas, il est sorti à un moment qui était particulier, qui était la sortie du Covid, une sorte d'enthousiasme général, tout le monde se précipitait en librairie, les séances de dédicaces étaient prises d'assaut, et du coup c'était assez... j'aurais jamais osé en rêver. Moi qui rêvais de devenir autrice, là c'était vraiment la grande porte, quoi.
Et est-ce que, alors on va parler de la façon dont l'idée de raconter ce qui t'est arrivé dans Impénétrable est arrivée, mais tu as travaillé un temps sur un autre projet de bande dessinée. Est-ce que tu es pensé justement à cette suite? Est-ce que tu te mettais une certaine forme de pression de te dire, ben voilà, autant de personnes ont aimé, il ne faut absolument pas que je les déçoive? Absolument, ça je crois que c'est inévitable. Et c'est paradoxal parce que j'étais bien la seule, entre guillemets, à me mettre cette pression. Jamais mon éditeur ne l'a formulée, jamais personne de bienveillant autour de moi. Et puis alors voilà, il y avait les lectrices qui, mais hyper gentiment et enthousiastes, me disaient alors c'est quoi la suite? On a hâte d'avoir un bande dessinée. Et donc moi j'ai voulu à tout prix déjà aussi profiter de l'effervescence de Ne m'oublie pas, où je me disais waouh génial, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, de toute façon si je fais pas de bande dessinée je sais pas quoi faire de mes journées, donc j'avais l'impression aussi que si je m'arrêtais 2 minutes j'allais oublier comment on faisait. Et voilà, je me suis lancée comme ça dans un projet sur base d'une idée qui me trottait en tête quand même depuis quelques mois, hein, donc j'avais l'impression que c'était suffisamment mûr. Et j'ai commencé à écrire le scénario, V1, V2, V3, et je sais pas, j'ai l'impression que quelque chose ne prend pas dans le scénario, qu'il n'est pas... comment dire, oui, quelque chose me manque, il y a un sentiment pas convaincu complètement, alors je me dis je vais le découper pour le mettre en image, c'est peut-être au découpage que le récit va prendre vie et tout. Je l'ai découpé, il faisait 270 pages, comme on dit en France. Et puis alors arrivé au bout, je me suis rendu compte que j'aimais pas quoi. Tu n'avais pas du tout envie de le dessiner une fois le découpage fait. Surtout, j'avais pas envie que ce soit ça mon deuxième album. Surtout vu l'attente qui était là quoi. On sait quand il y a un premier album, genre Ne m'oublie pas, qui a quand même beaucoup de visibilité, c'est un peu le deuxième aussi qui va conditionner votre identité en tant qu'artiste. On attend la confirmation de se dire est-ce que c'était un coup comme ça et qu'effectivement elle a tout donné dans le premier, ou bien est-ce qu'il y a vraiment la naissance d'une artiste qui va à chaque livre nous surprendre? Exactement, et je sentais que là j'étais pas, il manquait une sincérité peut-être dans ce projet entre les deux qui était, je peux vous le résumer en 2 minutes, c'était inspiré d'un fait divers qui a eu lieu en France dans les années 60 où un père divorcé qui n'avait pas la garde de ses enfants décide de les prendre en otage et de se retrancher dans sa ferme et de tenir un siège pendant 15 jours. C'est une histoire qui est très très connue, qui a été adaptée en plus en film, aussi en bande dessinée, mais sur un registre plus documentaire et tout. Moi, c'était vraiment une adaptation tout à fait libre, avec un récit qui traiterait du coup de la violence intrafamiliale et du trauma transgénérationnel. Donc des thèmes quand même qui me tiennent beaucoup à cœur, qui venaient quelque part très sincères, mais je sais pas, en fait... peut-être qu'a posteriori, il manquait d'une certaine urgence à devoir raconter cette histoire. Urgence que j'avais ressentie pour Ne m'oublie pas et que j'ai ressentie pour Impénétrable. On pourra y revenir à un moment d'être convaincu que cette histoire devait à tout prix être racontée et que ça valait la peine de tout abandonner, pour tout plaquer pour la raconter. Dans Impénétrable, tu racontes comment, du jour au lendemain, ton personnage, Alix, se met à ressentir une douleur foudroyante au moment de la pénétration. Elle est perdue à ce moment-là, elle le dit. Qu'est-ce qu'on est censé faire quand ce qui est présenté comme le truc le plus plaisant au monde devient le plus déplaisant au monde? Alors on va parler évidemment de cette urgence que tu évoquais et de ce qui t'a fait te dire qu'il fallait raconter cette histoire, mais peut-être déjà se dire que ce qui est fou dans cette bande dessinée, notamment, c'est le temps qu'il faut pour qu'un diagnostic soit posé, puisque donc Alix souffre de vaginisme, mais il y a des pages et du temps qui se passe avant que quelqu'un pose ses mots sur ce qui lui arrive. Yes, en effet. Et je pense qu'il y a 2 barrières à ça que j'évoque chacune d'entre elles dans Impénétrable. On en a très brièvement parlé avant la rencontre, mais c'est que la première chose, il y a tellement de honte autour des troubles liés à la sexualité que la première barrière, c'est que les femmes elles-mêmes parfois ne savent pas, n'osent pas mettre de mots sur ce qui leur arrive, ni de se tourner peut-être vers les professionnels qui pourtant pourraient leur apporter de l'aide. C'est moi typiquement ce qui m'est arrivé. Donc pendant 1 an, j'ai été dans le déni complet, je n'en ai parlé à personne, pas même à mon compagnon. Et bien sûr, ça c'est un cercle vicieux terrible dans lequel on s'enfonce très lentement. C'est pas je me lève un matin et la pénétration est impossible, c'est un jour ça pique un peu, le lendemain ça fait un peu mal, la fois suivante du coup j'ai un peu peur et en fait et on s'enlise là-dedans. À partir du moment où moi je suis sortie du déni et que j'ai reconnu que j'avais un problème et que donc j'avais besoin d'aide,
je me suis tournée vers des différents professionnels, gynécologues, sexologues, psychologues, et en effet, malgré la description très précise des symptômes que je leur présentais, le mot vaginisme n'est à aucun moment tombé. Et donc, je me suis retrouvée, je ne savais plus vers qui me tourner, quoi. Mais c'est un peu aussi ça qu'Impénétrable raconte, c'est qu'il ne faut vraiment jamais baisser les bras. Je pense que c'est particulièrement vrai aussi pour les maladies chroniques, pour l'errance médicale. C'est un album que je voulais pas juste... C'est beaucoup plus universel que ouais. ce que je viens de dire, c'est-à-dire que effectivement c'est en l'occurrence ce qui t'est arrivé et ce que tu racontes, mais ça parle tellement effectivement de ce silence, de ce que tu dis par rapport aux soins, par rapport au fait de... C'est un moment, ton personnage dit j'ai cru que mentir me protégerait, et ça je pense qu'on peut l'appliquer à tellement de domaines. Enfin, effectivement c'est quelque chose qui à la fois part d'une situation bien particulière mais qui raconte bien plus que cette situation. Ça me tenait très à cœur que ça puisse être lu par absolument n'importe qui, que n'importe qui puisse en tirer, je ne sais pas, quelque chose de sa propre expérience. Je voulais pas que ce soit un album pour les femmes vaginiques. Je voulais pas prêcher les convaincus. J'avais beaucoup en tête aussi le fait que les hommes puissent être touchés par cette histoire, qu'ils puissent développer de l'empathie pour peut-être leurs compagnes, leurs ex, que sais-je, peu importe en fait. Mais on parlait du diagnostic qui met du temps à être posé, ça implique aussi quand même de pouvoir aller voir ces professionnels, ça implique de pouvoir payer une psy, quand bien même finalement c'est pas ni avec la première ni avec la deuxième que ça aboutit. Ça aussi ça interroge beaucoup quand on lit, parce qu'on se dit le nombre de personnes qui dans cette situation pour plein de raisons différentes, encore une fois cette question du silence, cette question de l'entourage, cette question financière, il y a tellement de barrières pour réussir à arriver à ce que le diagnostic soit posé, que c'est assez vertigineux en fait de transposer. Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a ces barrières-là très logistiques, financières. D'ailleurs, ça me tenait beaucoup à cœur dans l'édition définitive d'Impénétrable de faire une petite note à la fin du livre qui stipulait ça, que malheureusement mon parcours je ne le donnais pas comme exemple, et aussi que je mesurais à quel point le fait d'habiter dans la plus grande ville de Belgique, d'avoir des ressources financières m'avait aussi permis de pouvoir me soigner, quoi. Et ça, c'est interpellant. Et malgré tout, il faut quand même encore défendre ça aussi, notre système de santé en France, en Belgique, qui est quand même un des plus performants du monde. Tu disais que tu avais mis du temps à en parler, et c'est justement, et là je reviens sur le début de notre discussion par rapport à l'urgence et le besoin de raconter, c'est justement parce que tu t'es sentie seule quand tu vivais tout ça, que tu as eu envie de raconter tout ça en tant qu'autrice. Et dans la bande dessinée, ce qui est aussi extrêmement intéressant, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est que tu interroges le fait même de faire une bande dessinée sur cette histoire. Oui, j'aimais bien le fait dans cet album qui est complètement assumé comme autobiographique, mettre un peu cet envers du décor qui est, la démarche autobiographique elle-même, à quel moment on prend cette décision, qu'est-ce qu'elle impacte aussi. Forcément, quand on raconte sa vie, on va forcément un peu raconter celle des autres qui nous entourent. À quel moment on parle aux autres, à quel moment on dit qu'on a ce projet. Exactement. Et ça, je voulais absolument le mettre dans l'album parce que je voulais que les lecteuristes mesurent aussi tout ce qui se cache derrière cet objet qui peut, une fois imprimé, être objet, devenir vraiment relevé de la fiction. Et moi, ça me tenait beaucoup, beaucoup à cœur de l'ancrer à tout prix dans le réel, d'où le fait d'assumer l'autobiographie, d'où le fait d'assumer que mon personnage me ressent. À aucun moment, tu as pensé à la fiction. Ça a été une évidence dès le début, parce que ne m'oublie pas, il y avait des éléments qui provenaient de ta propre vie, de la perte de quelqu'un de proche. À aucun moment, là, tu t'es dit que tu allais passer par le filtre de la fiction. Non, du tout. Ouais. Justement parce que je voulais assumer pour briser le tabou, etc. Et aussi, je pense, parce que d'autre part, l'autobiographie est un genre qui m'appelle depuis longtemps. C'est mon premier album publié autobiographique, mais c'est un exercice auquel je me prête depuis très très longtemps, depuis que je suis adolescente. Je suis très fascinée, très admirative d'autrices et d'auteurs qui pratiquent l'autobiographie, que ce soit en littérature ou en bande dessinée. Et quand c'est bien fait, je trouve ça remarquablement puissant en fait. Et dans ce cadre-ci, vu les thématiques et vu le message que j'avais envie d'apporter, ça me semblait pertinent. Justement, tu disais c'est ma première bande dessinée autobiographique, mais ce n'est pas le premier récit ou la première histoire que j'écris ou que je dessine
où je me mets en scène. Alors je poursuis la phrase et on sent effectivement que tu le maîtrises parfaitement, ton personnage. Comment est-ce que tu as trouvé ton avatar qui a une dimension cartoon dans ce livre qui permet aussi d'intégrer de l'humour au récit, et on voit comment est-ce que tu joues vraiment avec ton personnage, avec des moments où on est dans quelque chose justement d'un petit peu moins cartoon, où c'est notamment la question du dévoilement du corps, et on en reparlera, de la représentation à la fois du corps, mais aussi, je le disais tout à l'heure, des sensations. Mais comment est-ce que tu t'es trouvé graphiquement? Est-ce que ça a été facile, et quel plaisir est-ce que c'est de pouvoir jouer avec son personnage? Trouver la façon de me dessiner a été extrêmement facile. Elle ne s'est même pas posée parce que, comme je vous le disais, ça fait très longtemps. J'ai l'habitude aussi de beaucoup dessiner des blagues ou des situations que j'ai envie de raconter à mes amis. Donc je me mets en scène dedans, et de façon encore 100 fois plus cartoon que ce qu'on peut trouver dans Impénétrable. Parce que le cartoon, le dessin d'humour très très expressif, c'est vraiment mon école à la base. Comme je l'ai évoqué brièvement tantôt, j'ai grandi en lisant le journal de Spirou, donc à la base pour moi la BD c'est de la BD d'humour, et c'est fait pour être comique, grogné, très, très expressif, très déformé, etc. Grand amour pour les nombrils. Grand amour pour les nombrils, oui, la BD que j'ai peut-être le plus copiée, pour Gaston Lagaffe aussi, dans les classiques, Lou de Julien Nil a été aussi très très marquant pour moi. Et donc, et c'est paradoxal parce qu'à un moment, ça m'a beaucoup complexé, même ce style cartoon, quand j'ai commencé à m'intéresser au roman graphique, à me rendre compte que c'était ça qui me parlait, que c'était ça que j'avais envie de faire. J'avais l'impression que ce style trop comique, trop identifié franco-belge, gros pif, me limitait dans cette voie-là. Et en fait, c'est pendant mes études à Saint-Luc, alors que j'étais aux prises avec ces doutes existentiels sur mon style de dessin, que j'ai lu L'Arabe du futur et que j'ai découvert à quel point un style finalement minimaliste et comique pouvait être tout à fait mis au service d'un récit très sensible, profond, et que au contraire ce dessin expressif-là rendait service à ce genre d'histoire subtile. Et on parlait de sincérité, de la nécessité d'assumer le récit autobiographique, justement par rapport à ce que ça raconte. Et c'est aussi vrai dans le dessin, c'est-à-dire que je parlais de moments un petit peu drôles, et il y a des moments effectivement dramatiques, et encore une fois on va parler de ces représentations, mais c'était aussi de ne rien cacher dans la représentation, c'est-à-dire qu'on te voit chez une gynécologue, les deux pieds dans les étriers. C'était important, ça aussi, de se dire, mais en fait, je vais me mettre à nu totalement. Oui, c'était une volonté, une intention, une volonté qui relève presque du politique, pour sortir les grands mots. Mais oui, de la force de la représentation, de l'importance de ça, du fait que je vais m'adresser probablement à beaucoup de femmes qui vont lire la BD, qui savent ce que c'est de mettre les pieds dans les étriers, et pour les hommes qui ne le savent pas, ils devraient le savoir, quoi. Et en fait, il ne faut pas cacher ça, il fallait tout au long du récit à aucun moment cacher ce qui faisait sens pour la narration. Et c'est là un peu la ligne de crête entre rester beaucoup dévoilé sans tomber forcément dans l'impudeur. C'est qu'est-ce qui vient renforcer la force d'évocation du récit. Et pour en revenir 2 secondes sur la représentation de mon personnage, représenter le corps aussi tel qu'est le mien, tout simplement, était très important, sans du tout le transformer d'aucune manière, ni pour l'embellir, ni pour l'enlaidir, mais juste dire, tiens, voilà, une fille moyenne de 25 ans, ça ressemble à ça, voilà. Tu dis ni pour l'enlaidir, ni pour l'embellir, il y a quelque chose qui se dégage justement totalement, et je pense à ça en entendant le mot embellir, c'est notamment quand tu danses quelque chose, d'un seul coup il y a quelque chose d'extrêmement lumineux et on sent qu'il se passe quelque chose dans ton corps. Est-ce que tu peux nous raconter, évidemment sans trop en dire, mais qu'est-ce qui se passe aussi qui est lié à une ville bien précise qui est Berlin, où d'un seul coup il y a quelque chose de l'esprit de la ville, et cette importance de la danse en fait, et d'un certain lâcher prise. Ta réflexion fait revenir 2 secondes en arrière, parce qu'elle m'évoque un truc, c'est que on parlait du corps, l'enlaidir, l'embellir. En fait, ça, c'est des notions qui sont très inscrites dans nos imaginaires collectifs à tous. Mais en tant qu'étudiante en art, j'ai fait énormément de cours de croquis de nu.
Ça faisait vraiment partie de notre formation. On en faisait 8 heures par semaine avec différents modèles, etc. Et ça a transformé aussi mon rapport au corps à cet âge très précoce de la vie, qui est donc la vingtaine, de m'apercevoir à quel point le corps était beau, tel qu'il était. Tous les corps sont d'une beauté, mais à tomber à la renverse, que toutes ces courbes-là, toutes ces formes, tous ces plis, tous ces volumes, les proportions et tout ça, que ça rend absolument tous les corps magnifiques. Mais c'est ce que tu dis, c'est cette nécessité de représentation. C'est parce que si dans les récits, pour le coup documentaires, autobiographiques, mais de fiction, il y avait cette diversité-là, la question se poserait beaucoup moins en fait. Absolument, parce que la représentation via l'art et les contenus culturels façonne vraiment en nous notre imaginaire collectif. Et c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur de veiller à ces choses-là aussi. Et d'ailleurs, la représentation du corps dans tout ce qu'il peut avoir de beau à n'importe quel âge de la vie, c'est aussi déjà quelque chose qui m'habitait très fort dans Ne m'oublie pas, où il y avait cette volonté de représenter le corps des personnes âgées, le corps nu des personnes âgées pour l'histoire qu'il a à raconter et pour sa beauté, pour sa poésie, quoi. Et donc maintenant, je vais revenir à ta question sur Berlin. La danse. Oui, et alors la danse, ça c'est déjà au premier degré dans ma vie, à moi ça a été une énorme révélation dans cette période-là où j'étais très fâchée avec mon corps, non pas pour ce à quoi il ressemblait, parce que comme je l'ai évoqué brièvement, ça je me suis très vite débarrassée de ça, mais plutôt juste le fait que mon corps se mettait en travers de mon chemin, de ma volonté, quoi. Que je lui en voulais beaucoup de m'empêcher, entre guillemets, de pouvoir avoir une sexualité, alors si pas épanouie, parce que bon, ça c'est un grand mot, mais au moins qui se plie à ma volonté. Et pas forcément à mon désir d'ailleurs, comme beaucoup de femmes. Et puis justement la danse, ça m'a réconciliée avec ça, de m'apercevoir, waouh, en fait le corps, ça me permet aussi de vivre des expériences qui sont hyper agréables, qui sont hyper joyeuses, pour le coup qui n'appartiennent qu'à moi, qui ne sont pas du tout dans un contexte de partenaire. Et ça m'a complètement reconnectée, sans que je pose ces mots-là là-dessus sur le moment même, mais juste de retrouver le plaisir d'être vivant et d'avoir des sensations physiques. Et j'ouvre une parenthèse, mais qui est liée quand même à ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu écris, découpes, dessines en musique? Est-ce que c'est quelque chose qui impulse un rythme qui est intéressant pour toi dans la création? Absolument. Je suis très 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 musicale. Je suis très très du genre obsédée musicalement, donc je vais trouver le titre qui correspond à la séquence que je suis en train de travailler et je vais l'écouter en boucle jusqu'à 8-10 heures par jour. Donc mon récap Spotify, j'explose les records de mes amis. Les chansons que j'ai le plus écoutées, c'est 600 fois dans l'année, quoi. Tu me donnerais quelques exemples? Mais, par exemple, celle que j'ai écoutée 600 fois dans l'année, c'est Futile Devices de Sufjan Stevens, qui est évoquée dans l'album. Alors sinon j'aime beaucoup Kate Tempest dont j'ai mis une citation en exergue. Elle aussi m'a beaucoup accompagnée dans la réalisation. Il y a allez mince, comment il s'appelle, son nom m'échappe. Tu peux fredonner, peut-être qu'on va reconnaître. Ah non, c'est super spécial comme musique. Ça va me revenir plus tard. Je vous le dirai d'ici la fin. Tu diras quand, ouais. Et peut-être, alors on en discutait juste avant, mais à Berlin, il y a une chose aussi qui se passe au-delà de justement d'un seul coup ce corps qui vibre avec la musique. Il y a la rencontre avec Adriane, et je me faisais la réflexion juste avant la rencontre où je regardais sur l'écran, je me remettais en tête Ne m'oublie pas, et d'un seul coup ça m'a marqué comme le personnage de Clémence dans Ne m'oublie pas ressemble à Adriane. Et je t'ai posé la question en disant, je ne veux pas faire un bide, dis-moi si tu trouves aussi qu'il y a quand même une ressemblance frappante, et je te laisse répondre quant à cette ressemblance. Absolument, la ressemblance est très frappante et je l'assume complètement, puisque la première chose que je me suis dit quand j'ai vu le Adrien dans la vraie vie, c'est que je me suis dit qu'il ressemblait à Clémence en homme. Et qu'il avait exactement les mêmes cheveux. Voilà, donc vous savez tout. Et ça, aussi, c'est un truc que je voulais pas trahir. J'avais envie de dessiner cette personne telle qu'il est dans la vraie vie, aussi pour le représenter. Aussi, là, pour le coup, très égoïstement, pour graver dans le marbre ce moment-là de ma vie, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pas trahir cette vérité-là. Et comment est-ce que, alors là on va commencer à parler de représentation, mais comment est-ce que la rencontre avec Adriane fait qu'il y a un petit feu dans le ventre
qui d'un seul coup grossit. Ça, alors on va parler d'autres images, et tu as fait un petit appel sur Instagram en demandant aux gens de te dire quelles étaient les représentations qui les avaient les plus marquées. Mais ces représentations, c'est quelque chose où tu as passé du temps à chercher comment représenter au mieux, ou est-ce que, j'imagine que c'est un petit peu des deux, qu'il y a des évidences, mais de se dire en fait, effectivement, c'est exactement comme ça que je l'ai ressenti, et voilà, j'imagine que parfois on réussit à trouver graphiquement comment exprimer une sensation, mais précisément parce qu'une sensation, ça se voit pas forcément, j'imagine qu'il y a eu d'autres fois où c'était plus compliqué de réussir à retranscrire le plus fidèlement possible en fait cette émotion, cette sensation. La plupart du temps, ça s'est fait très instinctivement. J'ai un dessin qui fait beaucoup appel aux sensations corporelles. Je prends très peu de références graphiques, par exemple, de références tout court lorsque je dois dessiner des personnages, y compris si je dois les dessiner, pour donner un exemple précis, dans une pose particulièrement compliquée ou tordue. Je ne vais pas du tout me prendre en photo ou demander à quelqu'un de me prendre en photo. Je vais prendre cette pose et sentir dans mon corps où sont les points de tension, par exemple. Pour essayer de ne pas être dans une représentation, parce que personne ne sait dire à quoi ça ressemble un corps qui se tourne en arrière, par exemple. Les gens n'ont pas ça en tête. Mais par contre, ils savent très bien ce que ça fait dans le corps de faire ça. Et donc, c'est plutôt faire appel à ce genre de choses. Et c'était pareil pour tout ce qui est de l'ordre de la sensation dans Impénétrable, qui évidemment, il y en a plein dans cet album des sensations. Tu as parlé du désir, il y a la douleur. C'est pas vraiment une sensation, mais la thérapie aussi, c'est pas du tout quelque chose d'agréable à représenter en bande dessinée. Et pour toutes ces choses-là, alors je me posais la question, justement revenir à la plus grande sincérité possible, à dépouiller tout ça et juste se dire, tiens, qu'est-ce que ça me fait en dedans, comme disent les Canadiens, quoi. Et puis ensuite de s'appuyer là-dessus pour dessiner le premier truc qui nous vient. Et donc, voilà, ça a été fluide. Qu'est-ce qui est le plus revenu dans ces images marquantes? Je pense qu'il y a l'enfant, le fait de porter soi-même enfant pour l'amener ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des surprises peut-être pour toi dans ce qui a marqué les gens? Alors oui, un truc qui m'a surpris, donc dans les trucs qui sont plus revenus, il y a eu la scène de l'enfant, tout ce qui est les scènes de flammes de désir, les scènes de danse. Mais un truc qui m'a marqué, c'est le chapitrage de l'album, qui est donc cette espèce de banquise, c'est des pages blanches sur lesquelles le personnage erre à différents moments, ça jalonne le récit pour montrer un peu cette errance, ce tâtonnement, le fait qu'on ne sait pas toujours dans quelle direction aller. Et moi personnellement, c'est les planches que j'ai faites en dernier, parce que le chapitrage, la façon de dessiner ces planches de chapitrage-là a beaucoup évolué au fur et à mesure, c'est un des trucs sur lesquels je suis revenue, ce qui m'arrive pas très souvent de revenir sur mes pas. Et je les trouve pas spécialement graphiquement super belles, mais apparemment ça a beaucoup parlé aux gens. Donc ça, j'étais contente. Et peut-être aussi, on y reviendra, c'est qu'il y a une très grande importance de la couleur. Donc d'un seul coup, ça fait que accentuer encore plus cette errance et le fait d'être sur le bord, d'être sur un fil aussi, parce qu'il y a quand même ces traits bleus qui font et banquise et en même temps sur le fil. Mais peut-être juste pour revenir, parce qu'on a parlé d'Adriane, on n'a pas encore parlé de Lucas, qui est le compagnon d'Alix dans la bande dessinée. À quoi est-ce que tu voulais prendre garde avec le personnage de Lucas? Parce qu'il fallait rendre compte de la complexité de la situation, de toutes les contradictions aussi qui nous façonnent toutes et tous. J'imagine que ça a été un des gros enjeux de justement être dans quelque chose qui représente cette complexité. Absolument, je suis vraiment très contente que tu cites ces mots-là parce que c'était exactement mon obsession au moment de l'écriture. Je voulais à tout prix désamorcer la critique facile qui aurait été celle de dire mais pourquoi tu l'as pas quitté, ou c'est un violeur. J'avais vraiment peur d'entendre ça parce que en effet la situation est bien plus compliquée, bien plus contradictoire que ça, et je voulais rendre hommage aussi à ces contradictions-là. Rendre hommage à n'importe qui est amoureux, amoureuse dans la vie et qui est face à une partenaire qui fait des erreurs, c'est-à-dire 100% de la population qui est en boucle. Mais ce qui est fort justement, c'est qu'à aucun moment tu minimises la violence que c'est pour toi, pour le personnage d'Alix, d'avoir, et en même temps, sans jamais être dans une forme d'excuse ou de justification, c'est juste de réussir à faire ressentir quels peuvent être ses sentiments à lui aussi, et comment est-ce que, parfois toi ça explose, et comment est-ce que, évidemment que lui souffre aussi de la situation, ce qui, encore une fois, je reviens au début de ma phrase, ce qui n'enlève en rien à la violence des faits, en fait. Mais en fait, pour moi, c'est ça, de faire les choses sans concession, quoi.
c'est sans concession pour la violence que ça représentait, pour la gravité de ces faits-là, mais aussi pour le fait qu'ils ne sont pas posés avec forcément une intention de nuire ou qu'ils peuvent ou qu'il a fallu les pardonner. Et que ça, c'est un chemin qui a été le mien et que j'avais envie que le lecteur puisse suivre le cheminement français, à la fois celui de mon personnage, celui aussi de mon compagnon qui évolue lui aussi tout au long de l'album. Et le fait d'avoir un personnage masculin dans ce récit auquel les lecteurs masculins pourraient s'identifier, développer de l'empathie. Et en même temps, c'est aussi ça comptait pour moi de faire la représentation d'un compagnon, d'un copain comme ça, quoi. Qui certes fait des erreurs, porte aussi sur lui le poids des injonctions masculines telles qu'elles existent aujourd'hui, et pourtant lui aussi fait cet effort de s'en extraire et de suivre son cœur à lui et savoir ce que je souhaite à tous les hommes. À un moment, tu t'interroges, le personnage d'Alix s'interroge, est-ce que je dois choisir entre mon couple et ce livre? Donc, le livre existe, donc on a la réponse, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de vertigineux aussi? Tu nous disais, j'étais lancée dans un premier projet, j'avais découpé 270 pages, là en l'occurrence on parlait d'urgence, tu as ressenti l'urgence de le raconter, et en même temps tu te disais, je ne pourrais pas terminer la bande dessinée avant de connaître la fin pour moi, justement, de savoir comment est-ce que, j'allais dire une solution, c'est peut-être pas le mot exact, mais en tout cas de comprendre exactement et de reconquérir quelque part ton corps, ton désir, et de mettre des mots et des images sur ce qui se passait. Est-ce que ça a été un moment vertigineux de te dire, je me lance là-dedans, il y a une urgence, mais est-ce que la fin, ce sera dans 1 an ou dans 10 ans? Et pour combien de temps de création de ce livre je suis partie? Déjà, j'ai pris la décision de me lancer dans la narration de ce récit parce que j'en avais la fin. En fait, pour y revenir 2 secondes, je m'étais juré, moi quand j'étais en plein dans le vaginisme, dans cette solitude, dans cette honte pétrifiante, je m'étais juré qu'un jour je raconterais cette histoire, moi qui ai les moyens de le faire. Mais tu n'avais pas commencé. J'avais pas du tout commencé, parce qu'en fait, la condition sine qua non pour raconter une histoire telle que moi je le conçois, c'est d'en connaître la fin, quoi. Or, je ne connaissais pas la fin de cette histoire dans ma propre vie. Quelle forme allait prendre mon couple? Est-ce qu'il allait résister? Est-ce que j'allais retrouver une intimité? Est-ce que j'allais être heureuse? Bon, voilà, donc tout ça a été remis à plus tard. C'était une vue de l'esprit. Je me disais, un jour, je le raconterai. Et quand j'ai entrevu la fin de ce chapitre, quand je me suis aperçue que, tiens, j'ai regardé par-dessus mon épaule, je me suis dit, aujourd'hui, je suis heureuse, mon couple va bien, on a trouvé un fonctionnement qui est le nôtre, qui a été un cheminement qui pourrait être intéressant pour les lectrices. Ok, je vais le raconter. Et là, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est évidemment mon compagnon, qui n'était pas surpris, puisque c'était une idée dont je lui avais déjà fait part, au moment même où je me disais, un jour je le raconterai, je le jure, je me sens trop seule. Et évidemment, il m'a soutenue là-dedans, il a complètement compris la démarche. Et tout en disant, et c'est ça qui est intéressant aussi, et quand on revient sur ce que tu disais de ne pas faire de concessions, c'est qu'en même temps, il dit dans la bande dessinée qu'il a peur du regard des autres aussi, et tout en te soutenant totalement, mais tu as intégré ces interrogations et ces doutes, et pour montrer justement que d'accepter, c'est pas non plus quelque chose de si évident que ça, en tout cas, qu'il y a quelque chose de fort dans ce soutien-là. Ah, complètement, tu citais le mot vertige, je pense qu'il est très pertinent. C'est un vertige. C'est que lui, comme moi, on mesurait l'intérêt que ça avait sur le plan de tout ce qui est des représentations, le fait que ça allait sans doute être un chouette récit, mais waouh, oui, pour nous, rien que déjà de lui à moi, ça allait être un exercice tout à fait particulier. Il dit que ça fait peur parce qu'il va être dans ta tête et qu'il va lire et voir justement et ressentir aussi dans son corps des choses que tu n'avais pas forcément dites, ou en tout cas pas avec les mêmes mots. Parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, ce sont les 30 dernières pages des 300 de l'album. Hein. Mais donc, ce moment que je raconte où je lui dis je vais raconter cette histoire, je suis allée trouver mon éditeur, on signe le contrat, c'est lancé. Et c'est là que soudain j'ai ce vertige de me dire ça veut dire que mon compagnon qui ignorait tout va découvrir cette histoire avec Adriane, les trucs de Berlin. J'espère que vous l'avez lu, hein, mais de toute façon c'est pas grave. On a dit Adriane et les trucs de Berlin, oui, ça va. Oui, vous allez rien en tirer, mais pour ceux qui l'ont lu, vous allez comprendre ce que ça veut dire. C'est qu'il allait découvrir le fait que j'avais beaucoup menti. Parce que aussi, on parle de l'autobiographie, mais c'est très important de ne pas se donner le beau rôle. Moi aussi, j'ai mal agi. On parlait du fait qu'il y a des trucs violents, etc., dans le personnage du compagnon, mais dans mon comportement aussi.
Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il est légitime de raconter, parce que je pense que ça arrive à tout le monde, et aussi à beaucoup de femmes, hein, et que limite c'est plus représenté chez les hommes, la tromperie, etc., que chez les femmes. Et que donc voilà, il allait se retrouver nez à nez avec tout ça, raconter de l'intérieur, et ça me faisait très très peur. Très 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 peur. Et voilà, et l'histoire se conclut sur la résolution au sens vraiment scénaristique du terme de ce cas de conscience. Mais alors, juste, je vais encore rajouter un truc sur le sujet. Mon compagnon est quelqu'un de très très intelligent émotionnellement, donc ça c'est très intéressant, et il arrive très bien à mettre des mots sur son ressenti, et en fait il m'a dit quelque chose alors que j'étais dans le courant de la réalisation. Il faut savoir qu'en temps normal c'est mon premier lecteur, mon premier soutien en tout, que pour Ne m'oublie pas il avait été extrêmement présent au cours de la réalisation, et que là il m'avait d'emblée dit quand je lui avais annoncé je vais le faire, écoute, là je vais devoir prendre un peu de distance, je suis trop proche de cette histoire, c'est très douloureux pour lui aussi de voir raconter la période du vaginisme, etc., parce qu'il n'en a pas souffert physiquement, mais il en a souffert psychologiquement de cette situation. Et donc en fait on était très à distance, et ce qu'il m'a dit c'est, en fait je m'aperçois que je suis jaloux. Je suis jaloux parce que toi, tu vas pouvoir raconter l'histoire telle que tu l'as vécue, telle que tu l'as ressentie. Tout le monde va savoir comment tu l'as ressentie, tout le monde va avoir beaucoup d'empathie pour toi. Et moi, personne ne sait comment je l'ai ressentie. Et je trouvais ça très fort, très beau de parvenir à le nommer comme ça. Et c'est vrai, parce que ça a beau être très très proche de la réalité, et lui, il est le premier à le reconnaître, c'est très fidèle, mais c'est hautement subjectif. C'est mon point de vue. Je ne peux pas raconter le point de vue de tout le monde à la fois, même si j'essaie que le personnage de Lucas soit, qu'on puisse avoir de l'empathie pour lui, qu'on se rende compte aussi que lui est traversé par toutes sortes d'émotions, mais il n'est pas du tout le fil conducteur de l'album. Et donc voilà. Et le moment où, parce qu'on évoquait le fait de le dire aux proches, il y a ton compagnon évidemment, mais il y a aussi la famille, ce qui est encore autre chose. Je crois que ça s'est très bien passé à la lecture du livre, et que tous les commentaires ont été extrêmement bienveillants et qu'ils t'ont porté aussi, mais ça aussi c'est pas rien de se dire effectivement j'ai envie de le raconter, il faut que des gens le racontent pour que d'autres osent dans leur intimité dire les choses, mais c'est pas exactement la même chose face à des lecteurs et des lectrices qui ne te connaissent pas, et par rapport à des membres de ta famille. Complètement, l'anonymat du livre face au lectorat est extrêmement confortable en vérité. Tandis que nos proches, c'est tout à fait autre chose. Et mes parents, quand je suis allée leur faire lire le découpage, donc au milieu de la réalisation, j'ai introduit en disant c'est un livre qu'on préférait que ce soit pas notre fille qui l'écrive. Et en effet, ça les a énormément ébranlés. Énormément. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais et malgré ça, ils m'ont offert... si pas leur soutien, en tout cas, ils n'ont pas du tout remis en question la volonté d'en faire un livre. Et ça, ils ont mesuré l'intérêt que ça avait, le fait que, puisqu'ils disaient déjà le découpage, c'était bien fait, et donc voilà, ils ont laissé faire. Dans un entretien, au moment de la sortie du livre, tu disais que tu espérais que ce livre ouvrirait une fenêtre de dialogue. J'ai l'impression que c'est le cas, en tout cas de ce que je peux en voir sur les réseaux. C'est quelque chose qui t'a... Alors, encore une fois, on l'entend dans tout ce que tu dis, que tu l'avais, cette certitude que c'était nécessaire et que ça allait permettre justement à plein de personnes, à plein d'endroits différents de se reconnaître et d'échanger. Mais j'imagine qu'entre en être certaine et le vivre, c'est pas exactement la même chose. Tu l'as vu, ça, que effectivement ça ouvrait ces dialogues? Oui, il y a deux choses. Le premier dialogue que ça ouvre, c'est bien sûr auprès du lectorat qui m'écrit beaucoup depuis un mois que l'album est sorti. Je reçois beaucoup de témoignages de femmes, évidemment, certaines qui me disent merci de parler de ce sujet parce que j'en souffre aussi, beaucoup qui me disent je ne souffre pas particulièrement de vaginisme, mais merci d'avoir représenté les troubles du désir, le couple, la tromperie, etc. Et qu'il y a plein de façons de faire couple. Je suis très émue aussi de recevoir beaucoup de témoignages d'hommes qui eux aussi remercient de mettre en lumière cette thématique parce qu'ils ont une compagne, une ex qui a souffert de ça. Donc pour tout ça, je suis vraiment super émue. Et alors l'autre chose, c'est que j'ai la chance d'avoir pu faire une tournée de promo qui est aussi beaucoup passée par les médias et que depuis un mois, sur les radios, les télés, les journaux, les trucs, les machins, vaginisme est écrit noir sur blanc.
Et ça, c'est très très puissant, c'est très important. Pour ça, j'assumerai jusqu'au bout de devenir Madame Vaginisme, ça m'est complètement égal. Parce que pour tout vous dire, ça c'est une liberté que j'ai prise avec la réalité. Dans l'album, je dis que c'est ma meilleure amie qui m'a parlé du vaginisme. Dans la réalité, c'était au détour d'un podcast que j'ai entendu ce mot-là. Vraiment, c'était comme ça dans une conversation qui n'avait rien à voir. C'était pas du tout le sujet du podcast. Et quand je l'ai entendu ce mot prononcé dans le contexte, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et quand je l'ai googlé, la suite on la connaît. J'ai enfin trouvé une piste, quoi. Alors que tu avais vu plein de professionnels de santé. Ouais, comme je l'ai évoqué plus tôt, une gynéco, une sexologue et une psychologue. Et tu cites aussi, parce qu'on peut peut-être les citer, tu reproduis quasiment telle quelle une page d'un site internet, et c'est aussi mettre en avant les ressources qui existent et celles et ceux qui font le boulot, pas encore assez repérés, assez diffusés, mais en tout cas il y en a qui le font le job. Non seulement je voulais rendre honneur à ceux qui font le job, et aussi, même si on l'a dit entre nous juste avant, c'est pas du tout une BD documentaire, c'est pas du tout une BD pédagogique sur le vaginisme, vous n'allez pas apprendre grand chose de concret sur le vaginisme, à part ce que c'est d'en souffrir, ce qui est bien différent. Mais je me doutais quand même que ça allait être un album qui allait circuler dans les mains des personnes concernées, et que ça pourrait être bien de citer, moi, les 2 ressources qui m'ont été particulièrement utiles, et aussi de leur rendre hommage. D'ailleurs, j'ai ajouté une note sur la page copyright pour vraiment citer encore ces gens-là. Tu peux les citer à nouveau. Le site internet qui m'a permis de découvrir plein de ressources, c'est lesclésdevenus.org, qui n'est consacré qu'au vaginisme, non seulement à expliquer ce que c'est, mais aussi à tenir à jour un annuaire des professionnels de la santé, que ce soit gynécologues ou tout ce qui est autour, qui sont sensibles à ces sujets-là. Donc c'est vraiment un truc d'intelligence collective comme Internet sait le faire. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les gynécos à Bruxelles qui m'ont accompagné. Et donc à Bruxelles, en l'occurrence, les cliniques universitaires de Bruxelles ont un service dédié à la clinique du périnée. Donc c'est pas juste le vaginisme, c'est tous les problèmes périnéaux féminins, que ce soit avant, pendant, après l'accouchement, à tous les âges de la vie. J'aimerais qu'on revienne à la question de la représentation. Alors, tu as commencé à le dire, mais peut-être que la réponse va être un tout petit peu différente. Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont particulièrement résisté ? Tu as dit qu'il y avait quelque chose de très intuitif et que c'était venu de manière très, très naturelle et que tu le ressentais dans ton corps et que tu réussissais à le retranscrire en dessin. Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont un tout petit peu plus résisté ? Est-ce qu'il y a des trouvailles graphiques dont tu es particulièrement, alors fière, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas où tu te dis « Ah oui, là c'est exactement ça ». Et on parlera ensuite de la couleur parce qu'elle est extrêmement importante évidemment dans la bande dessinée. La scène qui m'a le plus résisté, c'est la scène de fin, vers la fin, quand Alix et Lucas, le couple, discutent dans la boîte de nuit. Qui l'a lu en fait ? Levez un peu la main. Bon, ben ça va, on va parler là. Cette scène à la fin de discussion entre Lucas et Alix dans la boîte de nuit, dans le fumoir, où il y a cette confrontation où Lucas dit « je le savais » et que tout à coup on se met à jouer carte sur table. C'est une scène qui est entre guillemets longue par rapport à moi. J'ai généralement des séquences très très courtes, celle-là doit faire 8 pages, ce qui pour moi est long. Et c'est une scène évidemment extrêmement statique puisqu'il s'agit d'une conversation. Donc ça c'est déjà pas évident à découper. Et là en plus c'est pas juste une conversation genre on prend un café, c'est vraiment si pas le climax de l'album, en tout cas la scène de confrontation qui va être suivie de la résolution, donc une scène extrêmement importante dans laquelle il fallait faire passer tous les enjeux du personnage principal, à savoir le vertige de cette confrontation où soudain son compagnon lui dit je le savais et qu'elle va devoir prendre une décision. Est-ce qu'elle assume, est-ce qu'elle dit la vérité ou est-ce qu'elle se débat comme on peut parfois le faire quand on est confronté à son mensonge. Et ben voilà, ça c'est une scène que j'ai découpée et redécoupée beaucoup de fois, ce qui là encore est très très rare. C'est très très rare que je revienne à mon découpage, mais là j'ai dû recommencer plein de fois pour vraiment trouver la mise en scène qui me conviendrait, et pour être tout à fait honnête, je ne suis pas encore 100% convaincue. Je crois que peut-être dans quelques années je pourrais beaucoup mieux la découper. Mais bon, à un moment, il faut s'arrêter là. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il faut savoir que graphiquement, généralement, les choses sont pas... Je galère pas spécialement. Par contre, c'est vraiment la structure du scénario.
J'ai écrit la V1, c'est tombé sur le papier. Rien à voir avec le projet précédent dont je vous ai parlé où ça a été la galère. Là, c'est tombé sur le papier, il y avait un truc d'évidence, ça passait des tripes à la tête, à la main, comme ça, en une ligne. Le lombard, en lisant la V1, on dit c'est génial, let's go. Je peux faire juste une parenthèse, ta V1, elle est uniquement écrite ou tu écris en image déjà? Elle est uniquement écrite, ça a vraiment la forme d'une nouvelle. Je ne suis pas du genre à déjà détailler les cases. Je peux éventuellement écrire vite fait une petite note, par exemple, je savais déjà que le désir se serait représenté par une flamme, voilà, des choses comme ça, mais ça se lirait presque comme une nouvelle, quoi. Donc V1, la V2 a peut-être changé de 5%, et je suis partie découper là-dessus, découpage pareil, bam, en 3 mois c'était plié. Et puis ensuite, c'est 3 mois avant la livraison finale des planches, donc quand tout était déjà dessiné, qu'une partie était déjà mise en couleur, que là, soudain, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des trucs qui ne m'allaient pas dans la structure de la narration, notamment le chapitrage. Et en fait, j'ai changé l'intro, la conclusion et le chapitrage. Et changer ça à 3 mois de la livraison, alors qu'il fallait modifier des scènes qui a priori étaient déjà dessinées, c'est toujours un peu chiant, franchement. Et surtout, ça me faisait peur. Je mesurais tout à coup. Je mesurais tout à coup que cet album, il fallait encore le pousser jusqu'à, je sais pas, l'étape suivante. Et là, pour le coup, j'étais pas sûre d'en être capable. Pendant une semaine, je suis partie à la mer, j'ai pris une semaine de vacances, j'ai quasi pas mangé, j'ai quasi pas dormi, quoi. Je n'ai fait que ça pendant une semaine. Et je pense que j'ai jamais travaillé aussi durement de ma vie. Quand je suis rentrée, j'avais perdu 1,5 kg. Mais j'étais tellement fière de moi parce que je voyais que j'avais repoussé l'album et que tout soudain, il prenait beaucoup plus de sens. J'ai ajouté, en fait, dans la conclusion, toute cette dimension du mensonge. Tu as cité la citation, c'était quoi déjà ? J'ai cru que mentir me protégerait. J'ai cru que mentir me protégerait. Toute cette réflexion-là, elle n'était pas présente dans la première, dans la V1. La V1 qui était beaucoup moins méta, il y avait beaucoup moins de conclusions, peut-être comme ça, plus psychologiques. C'était vraiment la résolution telle qu'elle s'était produite dans la vraie vie. Et c'est peut-être, d'ailleurs, c'est intéressant de constater que c'est arrivé quand même plusieurs mois après avoir entamé la réalisation, que j'avais eu peut-être alors le recul nécessaire pour mesurer l'impact à moyen terme, entre guillemets, que ça avait eu sur ma vie, quoi. Parce qu'entre les dernières planches de l'album, cette scène de la boîte de nuit dont je vous parle, elle s'est passée, je m'en souviens comme si c'était hier, le 11 novembre. J'ai commencé à écrire le scénario le 1er janvier. Donc c'était extrêmement proche. Et en même temps, je voulais être dans cet état, exactement. Garder cet état d'esprit, parce que je sais à quel point c'est fugace, ce genre d'état. Et je voulais le graver dans le marbre. Avant de vous passer la parole pour que vous puissiez poser des questions à Alix, si vous en avez, j'aimerais qu'on parle quand même de la couleur, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Je t'entendais dire que la colorisation avait été une révélation, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le dessin et dans la mise en couleur, et la couleur, c'est de la narration également. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as travaillé ces couleurs et nous parler de cette révélation? Il faut savoir que l'ancrage de l'album a été épouvantablement éprouvant. J'ai détesté. Ça a été un accouchement dans la douleur. Je ne savais plus comment dessiner. Je ne trouvais plus mon style. Voilà, des frustrations d'artiste, quoi. Donc je suis arrivée à l'étape de la couleur à reculons, en me disant oh là là, j'espère que ça va pas être le prolongement de ce pain in the ass. Et donc je suis arrivée prudente. En plus, a priori, c'est pas exactement ma zone de confort, la couleur. J'ai appris à aimer ça avec Ne m'oublie pas. Avant ça, en tant qu'étudiante et même plus jeune, je détestais colorier et tout ça m'énervait. Et voilà, déjà, je savais que je ne voulais pas faire la même chose que Ne m'oublie pas. Ici, l'album appelait d'autres choses. Déjà, c'est un récit qui s'étale sur 5 ans, donc ça appelle de pouvoir reconstituer des temporalités qui vont être très différentes. Il y a plein de lieux, il y a plein d'états d'esprit, donc il fallait pour moi que chacune de ces séquences puisse avoir sa tonalité. Donc j'ai travaillé avec une palette de couleurs beaucoup plus large, d'une 50aine de tons, que j'ai beaucoup travaillé à mettre au point. Donc c'est l'objet de plein de recherches graphiques. Je prends les planches en noir et blanc et j'en sélectionne une 20aine de plein de moments différents de l'album, plein d'ambiances. Et voilà, et à blanc, comme ça, j'essaie de les mettre en couleur pour essayer de trouver, tiens, qu'est-ce qui marche, quelles ambiances marchent, quels tons me plaisent, fonctionnent bien, sont versatiles aussi, parce que sur cette palette, 50 tons, ça a l'air beaucoup, mais ensuite, on peut les associer s'il y a un mathématicien dans la salle, il pourra nous dire, mais ça fait beaucoup de possibilités différentes. Et donc voilà, en tâtonnant, j'ai créé cette palette, et puis ensuite, pour chaque séquence, je m'interroge sur vraiment... Déjà, quel souvenir ça m'a laissé, dans ce cas précis, puisque c'est de l'autobiographie.
et pas un souvenir photographique, mais bien à nouveau un souvenir de sensation. C'est un mot que je répète tout le temps, mais on se refait pas, quoi. Et c'était très présent, c'est-à-dire que tu disais j'avais besoin de l'écrire tout de suite pour que ça reste très frais, mais comme tu l'as dit, ça s'est étalé dans le temps. Est-ce qu'il y a des moments où tu as dû, j'allais dire, te forcer à reconvoquer ce moment-là, ou est-ce que c'était très présent immédiatement? Non, il y a plein de moments peut-être plus anciens, justement plus liés à la première partie, que j'ai dû vraiment reconvoquer avec un certain effort, quoi. Essayer de bien se dire, tiens, dans quel état d'esprit j'étais, qu'est-ce qui se jouait vraiment, qu'est-ce que je ressentais, toute l'apparition du vaginisme, par exemple, ou même la douleur. Je ne sais pas si c'est particulièrement moi, mais je suis quelqu'un qui oublie très très vite les choses négatives. Et donc là, il fallait vraiment essayer de se replonger là-dedans pour leur donner toute leur puissance, parce que quand je les avais vécues sur le moment, ça avait été très, très, très prégnant, quoi. Et donc les couleurs, tu disais, je t'avais coupé, et donc du coup ça a été un grand plaisir finalement par rapport à ce à quoi tu t'attendais. C'est ça. Et donc à partir de cet ancrage que je pouvais pas voir en peinture, en fait je me suis rendu compte qu'en mettant en couleur les pages, ça leur donnait vie. Ça donnait vie à l'album, et que j'avais peut-être jugé trop durement mon dessin, qui en noir et blanc n'a pas beaucoup d'intérêt, et que c'était vraiment la couleur qui venait révéler complètement la force d'évocation et de narration de cet album, en tout cas sur le plan graphique. Totalement. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Alix, que ce soit sur cette bande dessinée en particulier, ou sur la précédente, ou plus largement sur la bande dessinée, ou sur autre chose? Oui. Ouais. Moi, j'ai adoré. Et vous en avez un tout petit peu parlé de la difficulté des scènes de thérapie. Il y en a quand même un certain nombre dans le livre. C'est des scènes où on a deux personnages face à face, à ce niveau-là. Et je trouve que chacune de ces thérapies, avec des différences, est vraiment transcrite de façon. Chacune a sa couleur, chacune a son esprit, son dispositif graphique, avec une infantilité, pareil, je trouve subjugante. Et je me demandais comment vous aviez travaillé ça. Est-ce que vous avez dit, bon, celle-ci, je vais la traiter un peu plus comme ça. Je pense par exemple les scènes de MDR qui ont vraiment une couleur très particulière, c'est pas les mêmes tonalités que sur les autres albums. Ce personnage qui a l'air un peu de sortir, je sais pas, de mythologie japonaise, elle a vraiment une tête, elle ne ressemble pas aux autres personnages. Voilà, je voulais savoir si vous aviez, comment vous voulez que les choses elles soient un peu comme ça, parce qu'il y a une toute phase de réflexion. Là, pour le coup, en effet, j'étais très consciente du challenge que ça représentait, les nombreuses séquences de thérapie qui sont indispensables pour raconter comment ce parcours a été marqué et jalonné de plein de personnes différentes. Et donc oui, sachant que basiquement c'est toujours la même chose, on est assis, on parle, je voulais me dire, tiens, mais au fond, même moi, avec du recul, qu'est-ce qui les a distinguées entre elles? Et c'est là que je me suis dit, tiens, elles ont chacune un cabinet qui est très différent, qui est décoré d'une façon différente. Donc pour chacune, j'ai représenté leur cabinet tel qu'il est dans la réalité. Vous parlez de la thérapeute MDR qui a un physique de personnage japonais, c'est vrai qu'elle est très... elle ressemble exactement à ça dans la vraie vie. C'est un petit lutin comme ça qui est toujours habillé tout en noir. Voir aussi, pour le cas de thérapie plus longue, d'essayer de les résumer succinctement et de se dire au fond qu'est-ce que j'en ai tiré. Et quand j'écrivais le scénario, que je me disais bon, comment je vais résumer, allez, essaye de te souvenir de qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'elle m'a apporté au fond, qu'est-ce que j'ai appris là-dedans. J'ai constaté que je ne me souvenais de rien. Je ne sais plus dire un seul mot de ce qu'on a échangé en thérapie. En plus, je ne prends pas beaucoup de notes. Je m'en veux beaucoup après coup. Et donc, il a fallu, du coup, à nouveau, c'est comme éplucher un oignon, quoi. Et se dire, je vais raconter ça. Je vais dire que je ne me souviens de rien. Je vais dire que c'est pas facile à raconter la thérapie. Et qu'il en reste qu'une vague impression au final. Et voilà. Et en fait, en cas de doute, aller à la sincérité. C'est ma conclusion, c'est la conclusion d'Impénétrable en tant que récit, c'est ma conclusion en tant qu'artiste. C'est qu'alors là, ça va parler énormément aux gens.
petite question, parce que tu disais que la vraie thérapeute ressemblait vraiment au personnage. C'est une question que tu t'es posée, de la représentation des personnages qui n'étaient pas toi. Tu as parlé d'Adrian et de l'importance de graver ce souvenir, donc qu'il puisse être fidèle à qui il était. Mais j'imagine que ce n'est pas exactement la même chose avec les professionnels de santé. Est-ce que c'est une question que tu t'es posée et comment est-ce que tu as résolu la chose ? J'ai été un peu plus libre dans la représentation des personnages secondaires où je garde leur look, je sais pas ce qui dégage leur énergie et tout, mais je suis moins fidèle dans leur représentation. J'ai aussi veillé sur les noms, etc. Tout ça a été anonymisé, y compris le nom de mon compagnon. Parce qu'il fallait quand même mettre une certaine distance. Et juste pour l'anecdote, le personnage d'Adrian, par contre, j'ai demandé au Adrian de la vraie vie, je lui ai fait lire le scénario et je lui ai demandé s'il était d'accord d'y apparaître comme ça, parce que bon, c'est vrai que lui, pour le coup, c'est un personnage secondaire, mais qui est quand même fort représenté, assez important. Donc voilà, je voulais absolument pas faire ça dans son dos, surtout qu'on est encore copains, on est encore amis aujourd'hui. Il y a 1 mois et demi, j'étais à Berlin pour lui offrir l'album en main propre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci, très bonne question. Alors a priori, en faire quelque chose très concrètement, genre groupe de parole ou quoi, non, parce que ça demanderait une énergie, un temps, pas que je l'ai pas, mais que j'ai pas spécialement, je me sens pas forcément, j'ai pas envie de faire ça. Mais par contre, ça me donne une matière première qui est fort intéressante, qui est celle de... souvent les gens se confient dans ces messages-là. Ils disent merci pour ci, pour cela, et puis ils enchaînent en m'expliquant un peu qui ils sont, pourquoi ça a résonné entre eux. Alors déjà, je trouve ça remarquable, vraiment, je trouve ça extraordinaire, ça me touche beaucoup, je reçois cette parole-là avec énormément, d'émotion et de bienveillance pour les paroles que je reçois, parce que je trouve ça très courageux. Et pour être passé par là, je mesure ce que ça coûte aussi parfois de devoir mettre des mots sur sa propre expérience. Aujourd'hui, vous dites que ça a l'air hyper facile pour moi d'en parler, et c'est le cas, c'est très facile. Mais quand je suis allée voir les premiers psys, je faisais que bégayer et sangloter dans leur bureau, je savais pas aligner 3 mots, quoi. C'est aussi tout ça qui s'est passé, qui m'a amenée ici ce soir à la BPI à pouvoir vous parler du fait que je suis vaginique comme si de rien n'était, mais c'est un parcours qui est très long, qui prend racine il y a des années, quoi. Et pour en revenir du coup à cette matière première, qui est celle de, au fond, qu'est-ce qui se passe dans l'intimité des gens, ça me travaille beaucoup, et je pense que ce sera le sujet j'imagine que la question va arriver, d'un de mes prochains travaux. Ouais. Pour l'instant, j'aimerais faire une pause de bande dessinée, parce que cet album a coûté beaucoup, et que je ne vais pas refaire la même erreur quand Ne m'oublie pas et Impénétrable. Je vais prendre le temps de revenir à la BD quand vraiment ce sera exactement le bon moment. Et en attendant, j'ai envie d'explorer peut-être d'autres formes de narration, plus proches de la poésie notamment, mais qui seraient autour du désir des gens. Et de vraiment aller faire de la représentation, aller questionner nos représentations du désir et d'essayer au travers de tous ces témoignages que j'ai reçus, se dire mais tiens, à quoi il ressemble le vrai désir des gens quand on enlève l'aspect commercial, marketing, pornographique, qu'on accole constamment au désir et à la représentation de la sexualité. Et au fond, nous, qu'est-ce qu'on... Apprendre à venir à son désir avec sincérité, c'est-à-dire désapprendre beaucoup de choses. Voilà, j'aimerais bien mener un peu une réflexion autour de ça via un dispositif qui rassemblerait les mots et les images, mais pas sous forme de bande dessinée. Génial. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Elle est un petit peu liée. Je me demandais quelle était la part d'écriture justement dans votre quotidien et de quelle façon il y a un avant-après Impénétrable de ce point de vue-là, parce que est-ce que l'autobiographie dont vous parlez reste quand même quelque chose qui vous travaille et que vous faites particulièrement? Ah merci, très bonne question. La part de l'écrit est extrêmement importante dans ma vie. Pour moi, le dessin, c'est un moyen, pas une fin. Donc je suis d'abord quelqu'un de l'écrit, j'écris beaucoup, ça me plaît énormément. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'aller explorer ces territoires-là.
Ensuite, pour ce qui est de l'autobiographie, j'y reviendrai à l'autobiographie. J'ai encore plein de choses à raconter. Et en fait, les choses que j'ai envie de raconter, je trouve ça intéressant de passer par l'autobiographique parce que ça permet de ne pas tomber dans les écueils parfois que la fiction peut apporter. Parce que quand on parle de choses en tout cas moi quand je parle de choses que j'ai pas réellement vécues, j'ai l'impression de manquer de cette sincérité, de manquer des contradictions qui sont propres à la vie réelle telle qu'on la traverse nous, quoi. Il y a une phrase de François Truffaut que j'adore, c'est la vie a plus d'imagination que nous. Ça, je trouve ça très très vrai. Moi, ma vie, elle a plus d'imagination que moi, en fait. Et j'ai encore des trucs incroyables à vous raconter que je vous jure, ils sont vraiment arrivés. Et ça, ce sera le sujet de mon 3e album, mon 3e roman graphique. Merci beaucoup. Merci infiniment, Alix. Merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Et pour celles et ceux qui poursuivent la soirée, l'atelier se déroulera juste dans la salle à côté. Merci encore. Merci Sonia, merci à tous.